Bonjour à tous. Nous avons l'honneur de commencer cette journée avec Régine Atchondo, ancienne directrice générale d'Arte France, conseillère à la culture et à l'audiovisuel à Matignon. Vous avez été également directrice générale de la création artistique au ministère de la Culture. Et votre parcours, Régine, a été aussi marqué par le cinéma, avec Unifrance, Mission Cinéma, la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Mais aujourd'hui, ce qui vous occupe, c'est le livre et c'est la lecture, puisque vous êtes présidente du CNL, le Centre National du Livre. Alors, ce qui nous a beaucoup intéressé, Régine, c'est qu'au printemps dernier, vous avez publié les résultats d'une enquête frappante sur le temps de lecture des jeunes Français entre 7 et 19 ans, dont les résultats nous ont quand même tous beaucoup marqués. Vous allez nous en parler, et puis vous allez probablement aussi nous dire quelles sont les initiatives que vous soutenez avec le CNL pour essayer tant bien que mal d'endiguer peut-être les résultats alarmants qu'on a pu constater. Merci Régine. Merci beaucoup. Cher Gus, on a eu la chance de se rencontrer dans une commission du Centre National du Livre, dont tu es un membre éminent. Et nous nous sommes retrouvés totalement par hasard à parler de la question des écrans. Et ça peut paraître étonnant que le Centre National du Livre puisse se positionner, ou en tous les cas, penser la relation des jeunes et des adultes aux écrans. Mais il se trouve que nous y sommes parvenus par le biais de nos études. Nous menons une étude tous les 2 ans sur les jeunes et la lecture, donc les 7-19 ans. Et tous les 2 ans, donc alternativement, une étude sur les Français et la lecture à partir des plus de 15 ans. Et ces études, effectivement, et en particulier la dernière dont les résultats ont été rendus le 9 avril, nous a particulièrement interpellés et inquiétés, compte tenu de la dégradation que nous constations en 2 ans et qui elle-même suivait une étude de 2 ans antérieurs, donc de 21, qui était déjà très en retrait par rapport à 2019. J'aurais aussi envie, et je le ferai de manière libre, sans m'apesantir, j'avais envie de vous faire part aussi de mon témoignage, puisque à travers toutes les actions que nous avons menées, je suis souvent amenée à accompagner des auteurs dans des écoles, des collèges et des lycées, plus généralement écoles et collèges. Et peut-être en 2 mots, vous dire quelles sont les missions du CNL pour replacer la question de la lecture au cœur de ses missions. Le CNL a été créé en 1946, à cette belle époque où on pensait, et j'espère que certains le pensent encore, que la culture allait pouvoir permettre à l'humanité de ne pas reproduire l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a été tout de suite créé pour soutenir les auteurs, et puis plus largement, au fil des décennies, le Centre National de Livre est devenu l'établissement public un peu bras armé du ministère de la Culture pour tout le soutien de la filière du livre, à savoir auteurs, traducteurs, éditeurs, avec un prisme particulier sur l'édition indépendante, les librairies indépendantes, toute la vie littéraire, les festivals, et plus récemment, même si ça préexistait, mais on l'a terriblement renforcé, dans le cadre de la grande cause, de la grande cause nationale de la lecture, qui a été décrétée par le président de la République en 21, on a développé de manière extrêmement volontariste une politique en faveur du développement de la lecture, auprès des jeunes en particulier, et avec un prisme là aussi, jeunes évoluant dans des milieux plutôt défavorisés, c'est-à-dire dont on pense qu'ils sont davantage éloignés du livre et de la lecture. Cette dernière mission, plus récente, m'est apparue comme totalement indispensable, compte tenu de l'action du Centre National du Livre. Que deviendrait la filière si dans 20 ans le livre disparaît, soit quoi d'ailleurs on ne croit pas du tout. Mais en tous les cas, les risques d'une baisse importante de la pratique de la lecture est quand même un enjeu pour la filière sur le plan économique. Et bien évidemment, comme vous le faites ici, surtout, beaucoup plus même, on sait tous que la disparition de la lecture, de l'attention, de tout ce que cela développe, et j'ai pas besoin de développer ici parce que vous le savez mieux que personne compte tenu de votre profession, pose la question, même si j'aime pas utiliser des grands mots parfois banalisés, de l'évolution de notre civilisation.
et de la perte de l'humanité. Voilà. Nous avons dans notre étude donc de 2023, donc, que nous avons, non, 24, pardon, le 9 avril, nous avons au fond trois constats. Elle est assez grosse. Elle est menée avec beaucoup de sérieux avec Ipsos, auprès d'un nombre de 1000 jeunes représentant évidemment à la fois tous les territoires, les genres et les catégories sociales et professionnelles. Nous avons constaté, premièrement, une baisse préoccupante du nombre de lecteurs. On a vu apparaître cette baisse de manière progressive à chaque étude, mais elle ne fait que s'accuser, et le 9 avril, les chiffres étaient les suivants, en tous les cas les chiffres marquants parce qu'il y a énormément de chiffres. 16% des jeunes de 7 à 19 ans déclarent ne pas lire du tout pour l'école, leurs études ou leur travail. 19% déclarent ne pas lire du tout pour leurs loisirs. Et entre 16 et 19 ans, les chiffres s'accusent, avec plus d'un tiers des jeunes qui déclarent ne pas lire du tout. Et ce phénomène touche particulièrement les garçons. Entre 16 et 19 ans, les garçons consacrent 7 minutes en moyenne de lecture par jour, contre 5h09 de temps passé sur leur écran. Nous avons aussi constaté une baisse du temps de lecture, donc je parlais de ces 7 minutes et 5h09, plus largement sur cette étude. Les jeunes, et on imagine en plus qu'ils sous-déclarent, si je puis dire, compte tenu du fait qu'ils savent que c'est pas bien, au fond, de passer trop de temps sur les écrans. Dans notre étude des résultats de 2024, ils passaient 10 fois plus de temps devant leurs écrans pour leurs loisirs que devant un livre, sachant qu'on distingue le temps qu'ils passent devant un livre à lire, donc hors réseaux sociaux, hors vidéo. 10 fois plus de 10 fois plus de temps passé sur les écrans. 2 ans auparavant, on était à 7 fois plus de temps. Donc vous voyez qu'il y a quand même une accélération qui est très marquante. Ce que nous avons constaté aussi, c'est un changement de pratique préoccupant. 48% des jeunes et 69% des plus de 16 ans, donc les 16-19, déclarent faire autre chose pendant qu'ils lisent. Et cela se traduit très majoritairement par une distraction liée à l'écran. 36% envoyer des messages, 34% regarder des vidéos, 31% aller sur les réseaux sociaux. Donc la baisse du nombre de lecteurs et du temps de lecture à la fois pour les études mais aussi pour le loisir sont des indicateurs qui ne font que rejoindre vos préoccupations de problèmes de concentration, de curiosité, d'altérité et de maîtrise de la langue. Comme je vous le disais, j'ai pu le constater moi-même quand je me rends dans les classes avec les auteurs. J'ai eu une expérience qui m'a particulièrement frappée, où une de nos autrices a donné une consigne dans le cadre d'un atelier de lecture qui consistait à rédiger 3-4 pages sur la personne que les jeunes de la classe, qui étaient des ados, avaient le plus aimé dans leur vie. C'est une consigne qui peut apparaître comme simple, mais comme elle sentait que la consigne n'avait pas été saisie par tous les jeunes, la prof, qui était très chouette, a pris le relais, et je vérifie, je disais, elle a fait le décodeur Canal+, c'est-à-dire elle leur a expliqué dans leur langue quelle était l'attente de cette rédaction sur la personne aimée. Cette autrice d'ailleurs, ça dépasse un peu le cadre, mais je vous le dis, me disant qui intervient beaucoup dans les collèges, me disant qu'elle aimait beaucoup les faire travailler sur la question de l'émotion, parce qu'elle nous expliquait aussi qu'elle constatait, comme elle intervient dans les écoles depuis fort longtemps, que les jeunes étaient de moins en moins capables d'évoquer leurs émotions, et d'ailleurs, au fond, lutter pour les laisser enfouis très profondément. C'est une petite parenthèse. Je vais essayer de ne pas faire trop de digressions, sinon je suis très mal. Alors, les remontées de terrain des acteurs, les remontées des acteurs de terrain convergent, que ce soit dans le champ éducatif, vous en êtes les témoins, et dans le champ social et le champ médical. Et la prise de conscience est massive
Je pense néanmoins que, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup des adultes que nous sommes ne savent pas très bien, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan plus personnel dans les familles, comment gérer la question. J'en profite pour dire que ce qui nous remonte aussi d'expérience de terrain, à la fois du corps médical et du corps enseignant, c'est que les deux, visiblement, activités qui sont les plus menacées par les écrans sont la lecture et le sport. Et avec, comme vous l'avez dit en introduction, la question de la sédentarité, de l'obésité, du mal-être aussi physique. Alors, on a rencontré au Centre national du livre, avec mon équipe, Marion Boyer, Jennifer Tillot, qui sont ici, beaucoup de professionnels de tous les champs. On est arrivés tous à une prise de conscience de l'ampleur des inquiétudes et au moins à ce partage. En plus des enseignants que nous rencontrons dans les classes, des masterclass que nous avons développés dans les établissements scolaires, nous avons rencontré évidemment les deux coprésidents du rapport qui avait été demandé par le président de la République sur les écrans et les jeunes. Nous avons rencontré le collectif Lève les yeux, dont je sais que vous êtes proche aussi. Enfin, on réunit, comme vous le faites, d'ailleurs on va aussi réunir nos forces, beaucoup de tous ceux qui ont décidé sur un plan, j'allais dire presque militant, pas presque d'ailleurs tout à fait militant, de prendre cette problématique à bras le corps en attendant que politiquement il puisse être traduit, il puisse se traduire par des dispositifs qui pourraient être les plus utiles possibles, même si on verra dans certains pays que le passage d'une loi ne résout pas tout. Nous avons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça nous avait beaucoup interpellé aussi, que le sous-titre du fameux rapport des écrans sur les écrans et les enfants est sous-titré à la recherche du temps perdu, qui nous semble faire un pont symbolique entre cet enjeu de société majeure et la lecture. Et donc, il nous semble qu'à la fois consciemment ou inconsciemment, si ça l'a été, nous partageons bien tous, lorsqu'on se penche sur cette question, l'inquiétude. On s'en rend d'autant plus compte quand on s'intéresse aux inégalités sociales aussi, où l'appartenance à un milieu social défavorisé, éloigné de la lecture, représente pour la gestion des écrans des enfants une double peine. C'est souvent, de manière majoritaire, ceux qui ne sont pas du tout contrôlés dans ce qu'ils regardent sur les écrans, parce que les parents n'ont pas le temps, ou ne sont pas aussi tout simplement alertés sur la dangerosité, et donc cultivent et entretiennent la solitude, l'échec scolaire et la difficulté de maîtrise de la langue et de concentration et de mémoire. Les adolescents entre 13 et 18 ans évoluant dans des milieux défavorisés consacrent chaque jour 2h30 de plus aux écrans que leurs homologues qui évoluent dans un univers plus privilégié. Alors une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas non plus complètement tourner le dos aux écrans et au numérique. On sait que désormais ils font partie de nos vies. Je disais tout à l'heure en aparté que Alain Damasio, qui a été invité lors d'une matinale d'Inter pour son dernier ouvrage, disait que ce n'était pas du tout une révolution technologique, ça l'agaçait même, qu'on résume le numérique, Internet et le smartphone à une révolution technologique. Il considère que c'est une révolution anthropologique et que les digital natives, en bon français, à la fin de leur vie, auront plus caressé l'écran que le corps de personnes aimées. Et je prends toujours cette idée parce que je la trouve très intéressante. Il dit évidemment aussi que c'est un doudou, puisque généralement on l'éteint au moment où on s'endort et on le rallume quand on se réveille. Donc il y a là, selon lui, quelque chose qui frappe plus l'évolution de l'espèce humaine qu'au sens strict, une révolution technologique. On a pu avoir peur que la télévision abêtisse, à l'époque où la télévision est arrivée dans les foyers et les salles à manger. Donc on ne peut pas se détourner des outils numériques. Il faut même, pour développer la lecture, ou le goût de la lecture, l'envie de lire, le développer, en tous les cas développer la présence du livre sur Internet. C'est ce qu'on s'emploie à faire au Centre national du livre. Quelques chiffres là qui peuvent vous intéresser. Internet est de plus en plus prescripteur pour les choix de livres des 16-19 ans, 57% d'entre eux.
Les séries ou les films sont des leviers de l'envie de lire. 66% pour les 7-19, 80% pour les 16-19 ans. On se rend compte, pour la petite histoire, le Comte de Monte Cristo vient de se vendre en très peu de temps à 200 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un classique, compte tenu du succès du film. Et près de la moitié des jeunes déclarent avoir déjà lu un livre numérique, 67% des 16-19 ans, beaucoup. 57% des 16-19 ans disent lire sur smartphone, y compris un livre. Et enfin, un dernier chiffre, pour ne pas vous assommer de chiffres, 42% des jeunes déclarent avoir déjà écouté un livre audio ou un podcast ayant trait à la littérature. Mais néanmoins, après cette petite note positive, je dirais, pour faire le lien avec la deuxième partie de mon entretien, de mon exposé, que si les méfaits des écrans ne sont pas toujours documentés et étudiés, si on sent bien que certains chercheurs continuent de défendre les écrans en disant qu'il n'existe pas aujourd'hui d'études suffisamment sérieuses, car on sait que les travaux de recherche sont un temps long, et donc il faut respecter ce temps long. On pense que les bienfaits de la lecture, eux, ne sont plus approuvés, et ils sont bien réels, et ils sont mesurés dans de nombreuses études. Je dirais là que bien sûr toutes les études sont d'accord pour dire que la lecture permet un meilleur développement cognitif, enrichissement du vocabulaire et des connaissances générales, il stimule les capacités d'apprentissage, elle contribue à la réussite scolaire, elle contribue à améliorer la santé mentale, et notamment par l'amélioration du sommeil, et elle réduit le stress. La pratique de la lecture est bonne pour la santé. Une étude a été faite par David Lewis, neuropsychologue et chercheur à l'université du Sussex, qui estime que la lecture permet de réduire le stress plus efficacement que n'importe quelle autre activité. Elle permet une baisse du stress de 68% contre 61% pour la musique, 58% pour une tasse de thé. Une lecture de quelques minutes seulement ferait baisser la tension musculaire et le rythme cardiaque presque immédiatement. La lecture améliore grandement la qualité du sommeil et les relations intrafamiliales. On a un débat aussi, vous le savez qu'il existe, sur lecture papier versus lecture numérique. Et même si nous, on encourage toute forme de lecture, parce que je pense qu'on part de tellement loin qu'il ne faut pas qu'on méprise la lecture sur numérique, on sait que la lecture sur support papier facilite beaucoup la compréhension. Donc ça aussi, ce sont des études très sérieuses qui l'ont prouvé. Je ne vous donne pas toutes mes références, mais on vous les donnera si vous le souhaitez. Elle facilite sur le papier la compréhension et la mémorisation des détails, notamment pour des textes plus longs et complexes. Elle mobilise des stratégies cognitives plus complexes, comme tourner les pages, qui aident à mieux mémoriser les informations qui figurent dans chaque page. Elle offre des repères visuels fixes et constants, minimisant la fatigue visuelle qui peut entraver la compréhension et la rétention des informations. Donc maintenant, en deux mots, je vais vous décrire ce que fait le CNL, mais pas tant pour vous parler du Centre national du livre, mais pour vous dire aussi les actions sur lesquelles on pourrait peut-être tous réunir nos forces. On travaille vraiment comme fil rouge à diffuser la lecture auprès des jeunes en priorité, mais aussi auprès des adultes qui sont des modèles pour les jeunes, et ça vous l'avez évoqué, on y reviendra. On se focalise sur les jeunes qui sont naturellement plus éloignés de la lecture. Et notre fil rouge, c'est d'essayer de mettre le livre partout, de le glisser chez chaque citoyen, à chaque moment de sa vie, le plus adapté possible en fonction de son activité dans la journée. Pour ces missions, nous nous sommes donnés comme priorité de faire la promotion du quart d'heure de lecture qui préexiste dans certains établissements, ce qui existe dans certains établissements scolaires. On le développe avec l'éducation nationale à raison d'une journée par mois, où on en profite pour
pour faire un plan de communication qui consiste à, sur les réseaux sociaux, créer des slogans comme éteignez votre portable, éveillez votre cerveau avec un livre. On a, voilà, bouger, lisez, manger. On reprendrait des slogans qu'on détourne au bénéfice de la lecture en utilisant les réseaux sociaux. Et on fait des achats de presse dans une presse plus institutionnelle pour toucher les adultes. On profite du quart d'heure de lecture pour encourager les entreprises à remettre aussi, que ce soit les DRH, les patrons ou les CSE, pour remettre ou mettre le livre à l'honneur des entreprises sous la forme du partage, avec ce quart d'heure de lecture, en les incitant à créer des clubs de lecture, à créer éventuellement des ateliers, des concours d'écriture, en recevant des auteurs autour de masterclass sur des thèmes qui traversent l'entreprise ou sur lesquels l'entreprise a envie de faire réfléchir ses salariés. Donc ça, c'est une action. Cette semaine, on avait 2 gros rendez-vous, puisqu'on va travailler avec la marine. La marine se rend compte qu'elle a de plus en plus de mal à former les petits mousses, par exemple, qui arrivent entre 16 et 21 ans et qui ont de plus en plus de mal à comprendre les consignes. Donc on va faire avec eux un partenariat pour remettre le livre au cœur de l'apprentissage des marins, et puis remettre le livre aussi dans les sous-marins qui partent parfois pour plusieurs mois. Nous étions aussi chez Enetis, qui est quand même une entreprise de 45 000 salariés, qui a déjà une politique très active en faveur du livre, par le biais de créer un concours de nouvelles, de romans, de jeunesse auprès des salariés, qu'elle les aide à coéditer ou à éditer pour qu'ils continuent d'écrire. Et on va travailler avec eux sur la place du livre sous une autre forme chez Enetis. C'était des exemples que je voulais donner, une manière aussi de toucher des parents ou des grands-parents ou des frères et sœurs, des oncles, pour aussi dire les jeunes doivent lire. Enfin, en tous les cas, aidez-les. Nous avons une convention de partenariat très forte avec l'Éducation nationale et qui fonctionne très bien. Nous organisons des rencontres d'auteurs dans les collèges et les lycées en partenariat avec le Pass Culture. Nous en sommes à 3000 masterclass aujourd'hui. Et là, les enseignants nous disent que la rencontre d'un auteur, d'un jeune et d'un auteur peut changer le regard d'un jeune sur les auteurs dont plus de la moitié pensent qu'ils sont morts et qu'ils n'existent pas. Donc ça change déjà de se rendre compte que les auteurs peuvent être des gens comme eux, un peu plus vieux, mais et traversent la même société, le même monde que ceux qu'ils traversent. Nous organisons des résidences d'auteurs dans les écoles et les collèges. Et en échange de cette résidence de création, l'auteur consacre 6 demi-journées avec une classe autour d'un projet, autour de la littérature. Nous organisons sur la fin de l'année scolaire et le mois de juillet un festival qui s'appelle Partir en livre pour décomplexer les jeunes et leur donner envie de lire. On touche 300 000 jeunes autour d'ateliers joyeux, ludiques, pour briser la glace de la peur de l'ennui, autour de lecture à voix haute, autour de prescriptions non pas médicales mais d'ordonnances littéraires, autour de jeux. Et nous offrons à cette occasion des chèques lire pour que les jeunes puissent aller acheter un livre en librairie, ou des coéditions de livres jeunesse que nous réalisons avec les éditeurs. Nous allons développer bientôt une expérimentation de création de mini-bibliothèques des 50 livres idéales des enfants entre 7 et 11 ans dans les centres de loisirs, où l'on pense aussi que les inégalités sociales peuvent se creuser davantage que dans certains autres lieux, donc en dehors du temps scolaire. Et nous travaillons beaucoup autour de projets de développement pour les publics empêchés, les décrocheurs scolaires, les jeunes atteints de handicap, les jeunes sous main de justice, les jeunes atteints de maladies psychiatriques, avec un très beau projet qui s'appelle Mot Parlement. Pour les prisons, même si là on n'est plus dans les jeunes, nous avons créé avec l'Académie Goncourt le Goncourt des détenus, qui fonctionne très bien depuis 3 ans, qui réunit de plus en plus de détenus. Et ils choisissent sur la liste originelle du Goncourt, non pas les étapes intermédiaires, le livre qu'ils préfèrent. Peut-être un mot pour dire qu'il est évident que notre combat commun est de récupérer ce temps qui est volé aux enfants pour la lecture, pour le sport aussi, pour l'ennui, pour leur lien au monde, et faire peut-être disparaître les écrans de certains de leurs espaces. Et je sais là-dessus que
vous aurez une intervention sur des réflexions menées par des médecins sur des règles qui peuvent être fixées, au moins dans la maison. Et on attend beaucoup de l'expérimentation qui est menée actuellement dans les collèges qui se sont mis en pause numérique. Dans le monde, et c'est rassurant, une prise de conscience comme celle qui est la vôtre aujourd'hui se dessine partout. Bien sûr, le couvre-feu numérique en Chine, on en serait presque envié les pays totalitaires, mais qui est fait de manière très consciente par le président chinois, puisque dans le Guardian, il a donné une interview où il a expliqué que dans 20 ans, avec la pause numérique, les enfants chinois seraient définitivement très supérieurs aux enfants des pays occidentaux en termes de réflexion et d'intelligence. Donc c'est pas gratuit. Il est à noter d'ailleurs que la dernière enquête PISA pour la France nous dit que 9% des jeunes sur la tranche d'âge PISA sont des lecteurs avancés contre 22% en Chine. À Taïwan, une loi est passée il y a 10 ans pour limiter l'abus du temps passé devant les écrans, mais visiblement le cadre d'application n'est pas encore dessiné. C'est en cela que est-ce que la législation sera la solution? C'est une question pleine et entière. Aux États-Unis, de nombreux États portent des projets de couvre-feu numérique, d'obligation d'accords parentaux pour ouvrir des comptes en ligne, de contraintes pour les réseaux sociaux de partager les mots de passe des enfants aux parents. Beaucoup d'initiatives sont mises en œuvre. Plus près de nous, au Royaume-Uni, les plateformes sont surveillées parce que le Royaume-Uni a adopté un All Online Safety Bill en septembre 2023, donc vous voyez, c'est très récent. En Allemagne, en Italie, des lois visent à lutter contre la désinformation et les discours de haine en ligne ou encore contre la dépendance des jeunes aux écrans et à l'Internet. En Suède, comme vous le savez, parce que ça a été beaucoup repris, un retrait des écrans dans les écoles et au profit du retour des manuels scolaires est en train d'être mis en œuvre. L'initiative a été lancée lors de la dernière rentrée scolaire en septembre 23. En Irlande, en Espagne, des collectifs de parents se regroupent pour s'accorder sur l'interdiction des smartphones à leurs enfants de 13 à 16 ans. Et ils ont là mesuré un sujet important qui a été d'ailleurs mis à l'honneur par un article très intéressant du Monde de Pauline Grosjean. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'était il y a 3-4 semaines, je suis moins précise que vous, mais je retrouverai la date. Pauline Grosjean est professeure d'économie en Australie. Elle a participé à une étude américaine qui réunissait 4 économistes pour mettre à jour un processus sur le piège de consommation qui conduit les jeunes à utiliser les réseaux sociaux, parfois contre leur gré. Et elle compare, à ce titre, cette étude compare l'addiction aux écrans comme celle de l'addiction aux cigarettes. Elle dit qu'il n'y a pas, comme pour le tabac, d'impact négatif direct sur ceux qui choisissent de ne pas consommer, mais il y a bien le même phénomène d'externalité négative qui touche donc au collectif. Les jeunes sont piégés par le fait que les autres consomment tout, comme c'est le cas pour la consommation du tabac. 60% des jeunes déclarent qu'ils souhaiteraient supprimer leur compte TikTok si les autres le faisaient en même temps qu'eux, et ils seraient même prêts à payer pour cela, dans l'étude qui est évoquée dans ce papier du Monde. Et l'étude met donc en évidence la responsabilité collective face aux usages, d'où l'intelligence et collective de parents qui se créent, comme je le citais tout à l'heure, en Irlande et en Espagne. En fait, est-ce qu'il peut y avoir un retour souhaitable sur l'existence du numérique aujourd'hui dans nos vies? Non. Peut-on développer une responsabilité collective pour réguler les écrans? Là, je dis oui. Est-ce que l'écran va remplacer le livre? Nous ne pensons pas. Mais en revanche, il est évident qu'il faut veiller à cette place du livre dans la vie des adultes, certes, mais surtout dans la vie des enfants, dans les foyers,
dans les écoles, dans les collèges, dans tous les lieux qu'ils fréquentent. Donc, il me semble que l'école a un rôle majeur à jouer, évidemment, on va en parler, vous êtes là pour ça. La famille, bien sûr, et les parents, avec une approche non culpabilisatrice, évidemment. Et qu'il nous semble aussi que l'enjeu est de donner envie pour pouvoir créer du plaisir et du désir et de ne pas être uniquement dans la contrainte et l'évaluation dans le rapport à la lecture. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je peux répondre à des questions si vous en avez. Et je crois que Sabine Duflot va nous rejoindre pour vous parler des propositions qu'elle met en œuvre auprès des parents et qui sont magnifiques et très convaincantes. Merci beaucoup, Régine. Je crois qu'on pose les questions après à toutes les deux. Okay. Hein, Agnès, est-ce que c'est prévu ou est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions pour Régine? Oui, on va faire passer un micro. Bonjour, Olivier Leport. J'ai une question. Quelle politique à destination des médiathèques qui, pour faire moderne et faire revenir les collégiens, mettre des jeux vidéo et finalement le peu de collégiens qui sont dans les médiathèques aujourd'hui, parce que c'est une espèce en voie de disparition, va consommer du jeu vidéo pendant son heure ou ses 2 heures à la médiathèque? Le jeu vidéo, d'ailleurs, que l'OMS a classé comme drogue dure, hein, donc on n'est pas non plus complètement à côté de la plaque. Alors, sur les médiathèques, je suis bien désolée, je vais vous décevoir. Nous nous occupons de la lecture, mais pas des bibliothèques publiques, qui dépendent du ministère de la Culture et du ministère de l'Intérieur pour leur dotation, parce que ça passe par les collectivités territoriales pour la plupart d'entre elles, même s'il y a un fort soutien du ministère de la Culture. Et donc, je ne peux malheureusement pas vous répondre, mais je sais que ça fait partie des questions que nous traitons de manière collective sur la place du jeu vidéo dans les bibliothèques, dans les lieux de lecture publique, au-delà des jeux vidéo, même de la place des DVD. Et là aussi, il y a un gros travail à faire, parce qu'au fond, il y a 2 sensibilités. Hein. Il y a celle qui considère qu'il est préférable d'accueillir, il est préférable d'accueillir les jeunes qui franchissent le seuil de la bibliothèque par le biais du jeu vidéo pour essayer de les amener progressivement à faire autre chose et à prendre un livre, évidemment. Et il y a ceux qui considèrent qu'il faudrait faire disparaître le développement, j'allais dire audio, et le jeu vidéo en fait partie, des bibliothèques de lecture publique. Voilà. Bonjour madame, merci beaucoup. Donc Marc Agenis Nevers, entrepreneur. Un petit témoignage peut-être intéressant. J'ai une amie qui est entrepreneuse qui à Clermont-Ferrand qui a développé une application et elle a repris le design d'un site de rencontre et elle l'a adapté pour rencontrer des hommes et des femmes et des livres. C'est intéressant, je trouve, c'est très sympa ce qu'elle a fait, c'est très symptomatique aussi de notre époque. On match, on like des livres et ensuite on va peut-être les acheter. Voilà, ma question derrière, c'était est-ce que finalement, vous en avez un peu parlé, mais le numérique doit être une béquille un petit peu pour sauver le livre, ou est-ce qu'il faut que le livre arrive à s'en sortir tout seul Question un peu ouverte. Non, non, tout à fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et y compris nous au Centre national du livre, alors que vous avez pu comprendre l'attention et la crainte que nous avons sur ces écrans qui dévorent, au-delà de la lecture, la vie, mais aussi la lecture qui est quand même notre activité. Je pense qu'il faut qu'on utilise les réseaux sociaux et tout ce qui est les applis, comme vous dites, de rencontres. D'ailleurs, on sera curieuse que vous disiez comment s'appelle cette application, parce qu'il se trouve qu'on a une commission du numérique qui aide justement tout ce qui peut faire que le numérique donne envie de lire et contribue à diffuser le livre. On n'est pas du tout contre les clubs de lecture virtuels. Certains fonctionnent très très bien. Et les jeunes aujourd'hui, parce que je vous ai dit que 57% d'entre eux trouvent leur envie, en tous les cas les livres qu'ils veulent lire sur Internet, 57% c'est pas rien. Il se trouve aussi que 48% d'entre eux aimeraient adhérer à un club de lecture virtuel où
entre pairs, PAIR, ils se conseilleraient, parce que l'adolescence est aussi un âge où on peut parfois faire plus confiance aux gens de son âge qu'à l'autorité, qu'elle soit parentale ou à l'école. Bonjour, merci. J'ai apprécié la question précédente. Je suis Monsieur Lamandin de l'entreprise petite start-up Sheltercom. On essaye de créer des smartphones à destination des jeunes, puisqu'ils sont équipés de plus en plus tôt maintenant sur les moyennes d'âge qui vont de 6 à 7 ans sur les premières expériences smartphones et le premier smartphone qui va être donné à des enfants. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est d'utiliser l'outil numérique en mettant des applications extrêmement restreintes pour attirer l'attention du jeune à des applications en fait, qui sont liées soit à la littérature, en fait, des applications du contenu éducatif en fait, qui va lui permettre de se développer. Et voilà, et en fait, ce que je trouvais très intéressant, ce que vous disiez et votre réponse, donc il y a quand même, parce que moi, ce à quoi je fais face, c'est qu'il y a énormément de parents qui sont sensibles à cette question-là, qui souhaitent faire quelque chose, mais quand on leur propose de tout supprimer, en fait, de se détoxer en fait, du smartphone, en réalité, ah oui, mais il y a quand même ça, mais je voudrais quand même que mon enfant puisse faire ça, puis quand il va au sport, il a besoin de telle application, et quand il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Et en fait, il y a une véritable inertie. Et c'est là où je pense qu'effectivement, il faut utiliser le numérique pour refaire la démarche inverse. On ne peut pas avoir une approche manichéenne, c'est évident. Donc, c'est 50 nuances de gris. Merci. Une chose, vous disiez parallèle avec le tabac, je pense que c'est exactement les mêmes méthodes, les mêmes avocats qui sont utilisés. Le problème, c'est que le tabac, il n'y a pas eu de super pouvoir qui va arriver avec l'IA. Et tout ce qu'on connaît maintenant va être complètement chamboulé avec des œuvres, on le voit avec Netflix ou avec des plateformes américaines. Comment pensez-vous essayer d'améliorer les choses pour essayer de montrer dans la mesure du possible ce qui va arriver à nos enfants grâce à l'IA ou à cause de l'IA? Je veux dire, c'est-à-dire une hyper-personnalisation des contenus, des suivis du temps extrêmement précis grâce au tracking et ainsi de suite, et mise en bulle de la personne, exactement comme sur YouTube ou des réseaux sociaux. L'IA ne va faire que renforcer un phénomène qui est déjà très existant. Quand je vous dis qu'entre 16 et 19 ans, dans certains milieux, les enfants passent 5h09 sur leur smartphone versus 7 minutes à lire, voilà, je dirais, l'IA ne va faire que... vous voyez ce que je veux dire? Elle va catalyser, voilà, elle va démultiplier, elle va encore plus... Le risque, c'est qu'elle enferme encore plus. Ça, je suis complètement d'accord, mais je dirais, au fond, la question dont on parle là, elle est aussi au cœur de l'IA. C'est-à-dire, c'est la relation des jeunes à leur écran. Je ne pense pas que les jeunes pourront passer 5 heures de plus sur leur écran. Disons qu'ils seront encore plus enfermés dans l'écran. Mais c'est l'addiction, oui, enfin, déjà quand on a 5 heures, vous savez, c'est... À un moment, on arrive à les faire décrocher, je pense aussi. Et si c'est trop addictif, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régine. Merci. Je vais maintenant accueillir...